Nous sommes le matin du 22 mars. Il y a une année, tu prenais ta première inspiration. Je vais te raconter notre histoire, mon Nao, pour qu'un jour tu sois suffisamment grand pour l'entendre et que tu puisses à ton tour revivre nos premiers instants. Je me suis promis de ne pas pleurer, mais je sais déjà que c'est mission impossible. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de toi, ça a été un véritable cataclysme. La situation était vraiment dramatique et on ne pouvait pas envisager t'accueillir dans nos vies. Tout était contre nous. Je vivais à 160 km de ton papa. J'étais seule avec ton frère et ta sœur, en cours de divorce. Je ne voyais pas ma vie avec toi. Je voyais ma vie libre, j'avais envie juste de déployer mes ailes. Et c'est toi, finalement, Nao, qui m'a permis de déployer mes ailes. C'est toi qui m'as poussé à m'envoler pour aller rejoindre ton papa, avec mes 2 enfants sous le bras, dans ce tout petit appartement de 50 mètres carrés dans lequel on a vécu pendant plus de 6 mois de fusion intense pendant laquelle on a eu le temps de se découvrir les uns les autres. J'ai eu peur d'annoncer cette grossesse à mon entourage. Peur des réactions, peur de ne pas me sentir soutenue et d'avoir besoin de me battre contre mes proches en plus de devoir me battre avec moi-même. Et j'ai réalisé que l'important ce n'était pas les jugements des autres. C'était toi, et c'était nous. Je savais que si tu étais arrivé dans nos vies, ce n'était pas pour rien. Tu avais du sens. Tout ce qui tournait autour de toi avait du sens et chamboulait toute ma vie, dans une direction fantastique. Ton papa a tout mis en œuvre pour nous accueillir dans sa vie et surtout pour t'accueillir toi. Il nous a accueillis les bras ouverts, il a été là pour me soutenir, il a été là pour aimer ton frère et ta sœur comme s'ils étaient ses enfants. J'étais en confiance avec lui. J'avais le sentiment que plus jamais je ne serais seule et que désormais, tout allait bien se passer. Il a été là à chaque seconde de ta grossesse et pour la première fois, j'avais le sentiment d'être entourée de quelqu'un de prévenant, de doux, de tendre, d'inquiet. Je rêvais d'une naissance à domicile après 2 accouchements en maternité, mais pour ton papa, c'était plus difficile à accepter. Étant donné que c'était le premier accouchement qu'il allait vivre, il avait un peu de mal à se projeter dans une naissance à domicile et étant donné que les choses se décident à 2, j'ai décidé de partir dans sa direction à lui et d'accoucher dans la petite maternité de ma ville. J'ai donc commencé un suivi gynécologique avec le chef de clinique de la maternité de mon coin, qui se trouvait être juste une rue en dessus de chez nous. Quand j'ai été enceinte de 3 mois, je suis sortie de chez le gynécologue toute contente après mon premier vrai contrôle pendant lequel on a pu découvrir chaque centimètre de ton corps. Et c'est là qu'on a appris, par un coup de téléphone en urgence, juste après le rendez-vous, que tu avais une chance sur 3 d'avoir soit la trisomie 13, soit la trisomie 18. Et c'est malheureusement une trisomie à laquelle tu n'aurais pas pu survivre à long terme. On a refait une prise de sang, on a beaucoup paniqué avec papa, et finalement on a eu une discussion très compliquée, pendant laquelle on a décidé qu'on ne t'imposerait pas cette vie-là, et que si tu souffrais d'une de ces 2 trisomies, on allait te laisser partir. Et on nous a envoyé environ 2 semaines ou 3 semaines plus tard chez un spécialiste qui était en Suisse allemande, qui ne parlait pas un mot de français, qui allait pouvoir mesurer chacun de tes os et nous donner une réponse définitive quant à la probabilité que tu aies une trisomie ou pas. C'est un rendez-vous qui a été assez compliqué à accepter pour moi parce que je me suis retrouvée toute seule étant donné que ton papa a dû obligatoirement rester dans la salle d'attente avec ton frère et ta sœur. Le médecin n'a pas été d'accord qu'on rentre tous dans la salle d'examen, ce que je peux comprendre parce que c'est déjà assez stressant pour un parent. Donc s'il y a les enfants qui doivent en plus porter ça sur leurs épaules, c'est pas évident. Du coup, je me suis retrouvée toute seule dans la salle d'examen avec ce médecin qui ne parlait pas un mot de français et avec lequel la communication était vraiment compliquée entre 2-3 mots de français, 2-3 mots d'anglais. On avait vraiment de la peine à se comprendre. Et là, j'ai eu droit à une échographie d'environ 1 heure pendant laquelle on a mesuré chacun de tes os, chacun de tes doigts. Une très longue échographie pendant laquelle j'ai très vite été rassurée parce que le médecin m'a dit qu'il n'y avait aucune chance que tu aies de trisomie, que tu étais en parfaite santé. Pendant cette échographie-là, je t'ai découvert avec passion, avec peur, avec doute, avec joie, avec bonheur. C'était vraiment un fabuleux mélange d'émotions. Et malgré la distance entre le médecin et moi, j'ai très vite été très rassurée par ses mots et aussi par sa façon de me prendre en charge. Je me réjouissais juste de tout raconter à papa. J'ai beaucoup pleuré et j'ai eu très peur pendant cet examen et en fait à la seconde même où il m'a dit que les prises de sang étaient faussées et qu'en réalité tu n'avais aucun risque d'avoir de trisomie, j'ai été vraiment plus que soulagée. Au fond de moi, j'avais ce sentiment que tu allais bien, mais j'avais besoin d'être rassurée évidemment. Au final, cette échographie a été un immense chamboulement pour moi, mais j'en suis ressortie vraiment heureuse et soulagée. Tu allais bien, tu allais naître et tu allais grandir, mon bébé Nao. À 6 mois de grossesse, sur un coup de tête, Papa Ours m'a annoncé qu'il était prêt pour une naissance à domicile. Je sentais qu'il avait encore quelques a priori, mais il était prêt à me suivre là-dedans si c'était mon choix à moi. Et du coup, je me suis mise en quête d'une sage-femme qui allait pouvoir nous suivre dans cette aventure. Et à 3 mois du terme, quand on habite dans une région assez reculée, c'est difficile. À ce moment-là de la grossesse, il y a quelque chose d'assez chou qui m'est revenu en mémoire, c'est que je suis née à la maison, entre ma maman et mon papa, avec une sage-femme à domicile, il y a 28 ans, dans le village juste à côté de l'endroit où je vis maintenant, alors que c'est vraiment très éloigné de l'endroit où je vivais il y a encore 2 ans. Et du coup, j'ai l'impression de faire un retour sur mes racines. J'ai le sentiment qu'avec toi, mon Nao, on revient sur tout un pan de ma vie que j'avais essayé de mettre de côté et finalement qui prend beaucoup d'ampleur. Du coup, d'une certaine façon, j'ai un peu le sentiment de me réconcilier avec mes racines, avec la source de ma vie. On a vécu pas mal de déconvenues à 3 mois du terme pour trouver la perle
qui allait pouvoir nous accompagner dans cette aventure. Et finalement, par le bouche à oreille, on a rencontré Marjorie. Marjorie, c'est une sage-femme qui habite à 45 minutes de chez nous, donc c'est quand même pas la porte à côté. Elle est maman de famille nombreuse et elle suit les naissances à domicile. Du coup, je l'ai contactée, je lui ai demandé si par hasard elle était disposée à suivre notre accouchement et surtout à venir nous rencontrer. Et j'ai été très étonnée que malgré la distance et malgré le fait que je m'y prenne vraiment tard, elle avait aucun a priori. Du coup, on a vécu une première rencontre qui était assez amusante parce que je sais pas pourquoi, au fond de moi, je m'attendais à voir débarquer une femme en blouse blanche avec un petit chignon serré. C'était une femme avec des dreadlocks, habillée avec beaucoup de couleurs, qui est venue avec son bébé qui me semble-t-il avait 5 mois, en sling tout contre elle, qui l'a allaité pendant l'entretien. Du coup, j'étais vraiment surprise sans savoir vraiment l'expliquer parce que, en un sens, l'habit ne fait pas le moine et on le sait. Elle était très rassurante, très calme et surtout instinctive et je pense que ça nous a fait beaucoup de bien pour nous projeter dans ce choix-là parce qu'on savait pas vraiment dans quoi on se lançait étant donné que moi j'étais habituée aux accouchements en maternité et là pour le coup elle nous a vraiment parlé comme si une naissance à domicile c'était quelque chose d'évident, quelque chose de simple, de naturel, de basique. Et il s'avère qu'avec le recul c'est aussi ce que je pense. Pendant ce premier entretien, elle nous a aussi prévenu du fait que vu la distance, il y avait de fortes chances qu'on se retrouve tout seul au moment de l'accouchement et que du coup il fallait aussi se préparer à vivre ça sans sage-femme. Au début, ça nous a un peu fait peur, parce que c'est vrai que pour un premier accouchement, pour un papa, c'est pas forcément évident de s'imaginer seul avec sa femme à gérer ça, alors qu'on vit dans une société où on est censé avoir besoin toujours d'être soutenu par le corps médical. J'ai l'impression qu'on vit vraiment dans un monde où on nous laisse penser qu'on peut rien faire par soi-même, surtout quand tout se passe bien. Et finalement, l'idée a fait son chemin, et on s'est dit qu'on en était sûrement capable. Il y a beaucoup d'autres parents qui en sont capables, pourquoi pas nous, après tout, surtout vu tout ce qu'on avait traversé pour t'accueillir. Du coup, au rendez-vous gynéco suivant, j'ai annoncé à mon gynécologue que j'avais fait le choix d'accoucher à la maison avec une sage-femme, et en fait, j'ai été très étonnée de sa réaction, sachant qu'on est en Suisse et qu'en Suisse, les accouchements à domicile sont relativement bien pris. Pour le coup, notre gynécologue a été tout à fait opposé à cet accouchement à domicile. Il m'a inventé plein de problèmes qui n'existaient pas. Par exemple, il m'a dit que j'allais avoir besoin d'antibiotiques pour une infection et qu'il allait falloir m'injecter ces antibiotiques par intraveineuse pendant l'accouchement. Il m'a aussi fait remarquer que mon bébé était en siège et qu'il y avait de fortes chances qu'il ne se retourne pas. Et il nous a clairement dit que faire le choix d'une naissance à domicile, c'était mettre en danger la vie de son bébé et la mienne, et que nous étions complètement irresponsables. Papa Ours est sorti de ce rendez-vous un peu inquiet, parce que du coup il avait le sentiment qu'il pouvait se passer quelque chose qu'on pourrait pas contrôler, et il était vraiment inquiet vis-à-vis de ça. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de demander un second avis, donc je suis allée à la maternité directement, en demandant des examens plus poussés vis-à-vis de ce que le gynécologue disait que j'avais, pour pouvoir contrôler et vérifier si vraiment j'étais inapte pour une naissance à domicile. Et il s'est avéré qu'en fait je n'avais absolument rien qui nécessitait un accouchement en maternité et que je pouvais tout à fait accoucher chez moi sans aucun risque. J'ai aussi pris contact avec une maternité qui effectue des accouchements en siège en voie basse, donc si bébé ne se retournait pas d'ici la naissance, j'avais quand même la possibilité d'accoucher par voie basse malgré le fait que ce soit en maternité. J'avais ce sentiment que c'était peut-être le dernier de mes accouchements et qu'il fallait vraiment que je fasse tout pour pouvoir le vivre le mieux possible, sachant que mon premier accouchement s'était vraiment très mal passé. J'avais vraiment envie d'être maîtresse de moi-même et de découvrir les compétences de mon corps. Et tout du long, j'ai eu la main de ton papa à l'intérieur de la mienne et j'ai eu le sentiment que j'étais pas seule et qu'il allait me soutenir et qu'il serait toujours derrière moi, quel que soit mon choix. Par rapport à ton prénom, en fait, on s'est jamais demandé comment on allait t'appeler. Ma maman, elle m'a toujours dit qu'un matin, on se réveille et qu'on a un prénom en tête et que ce prénom-là, c'est notre bébé qui nous l'a soufflé. Et en fait, à un moment donné, avec papa, on a découvert que tu t'appelais Nao. Et on est totalement incapable de savoir qui de lui ou de moi l'a proposé parce que vraiment, ça vient ni de lui ni de moi. Ça vient de toi, simplement. Ton prénom, c'était Nao. C'était une évidence. Juste Nao. Ce prénom, je le trouve doux et chantant et j'ai le sentiment qu'il sonne comme une caresse. Selon les médecins, la fin de notre cohabitation, ça devait être le 15 mars, et moi je dois avouer que j'avais aucune envie que ça s'arrête. J'ai toujours adoré être enceinte, et alors cette grossesse, mon chéri, elle était juste parfaite. Je pouvais monter sans problème les 4 étages qui me séparaient de notre appartement, j'avais aucun souci à le faire. J'avais vraiment envie de te garder que pour moi, jalousement, mon dernier bébé, ma magnifique surprise. Le matin du 22 mars, j'ai amené Willow à l'école, et ensuite quand je suis rentrée, Marjorie est venue faire un contrôle. Ça faisait 7 jours qu'on avait dépassé le terme, mais je me sentais très bien avec cette grossesse. Du coup, elle venait juste contrôler si ton cœur battait bien, si tout allait bien. Papa était en train de faire la vaisselle, Eline était collée à moi parce qu'elle avait envie de voir tout ce qui se passait et de rien louper. On a rigolé avec Marjorie en imaginant que si j'accouchais dans cet appartement, sachant qu'on devait déménager 7 jours après, elle aurait à monter les 4 étages jusqu'à notre appartement avec tout son matériel pour l'accouchement, et du coup on espérait presque que tu attendes qu'on ait déménagé. Donc elle a vérifié le col, tout ça, elle a dit que le col était mature, et je sais pas pourquoi, sur un coup de tête, j'ai demandé à Marjorie si elle était d'accord de me faire un décollement des membranes. J'avais pas d'inquiétude à finir par accoucher en maternité ou aller devoir faire un contrôle en maternité parce que j'avais le sentiment ancré au plus profond de moi que tout devait bien se passer et que tout se passerait à la maison. Mais je sais pas pourquoi ce matin-là, j'ai eu le sentiment qu'il fallait le faire. Et du coup, elle a accepté en me prévenant qu'il y avait de fortes chances que ça ne fasse rien, que ça fasse vraiment aucun effet. J'avais le sentiment au fond de moi que ce matin du 22 mars, il avait une texture particulière, un goût particulier. Peut-être parce que exactement 6 mois avant, le 22 septembre, ton papa fêtait ses 26 ans, ou peut-être parce que ton parrain, 6 mois plus tard, allait fêter ses 27 ans.
En tout cas, je me sentais pas inquiète du tout. J'avais le sentiment d'être prête. En fait, j'avais le sentiment que tout autour de nous, de notre bulle, était prêt. Marjorie est repartie en rigolant, en nous disant qu'on se reverrait peut-être dans quelques heures. Et moi, je suis allée vers papa et on s'est laissé vagabonder, en imaginant tout le champ des possibles qui allait se mettre en place dans très peu de temps avec ton arrivée. Après environ 1 heure, j'ai commencé à avoir des tiraillements dans le bas-ventre, mais rien de dérangeant. C'était vraiment juste une sensation physique qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi. Je sentais que le décollement des membranes y faisait vraiment effet. Je suis allée chercher Willow, en descendant donc les 4 étages, en marchant jusqu'à l'école, essoufflée comme un bœuf. On a pris le repas dans le calme et ensuite ton papa a proposé à Willow d'aller chercher des cartons pour les amener dans le futur appartement. Et moi je me suis dit que j'allais emmener Eileen pour aller faire quelques courses pour le repas du soir. Autant j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se passait, autant j'avais vraiment l'impression que notre vie allait continuer. Du coup on est parti faire des courses avec Eileen. Pendant les courses j'avais des contractions qui devenaient vraiment très présentes. Elles étaient pas spécialement douloureuses, mais elles me coupaient complètement la respiration. Et du coup au milieu du rayon sauce tomate, il fallait tout d'un coup que je m'arrête et que je prenne mon inspiration, que je souffle lentement. Eileen elle était morte de rire au milieu du magasin, c'était vraiment un bon moment, juste léger. C'était un après-midi juste solaire. Quand on rentre à la maison, je commence à avoir vraiment mal au bas du dos. Je te sentais aussi moins bouger. J'avais le sentiment que tu prenais toi aussi ton inspiration pour ton arrivée sur cette terre-là. J'étais persuadée au fond de moi que tout allait bien se passer. J'étais vraiment zen. J'ai rarement eu autant cette sensation de plénitude que juste à ce moment-là. Je suis vraiment tout en confiance. Comme j'ose pas trop en parler encore à papa parce que j'ai un peu peur que ce soit un faux travail, j'ai pas envie qu'ils se réjouissent pour rien, je décide d'écrire à mes copines et je leur écris par message que j'ai des contractions, que j'ai très envie de prendre un bain, mais que j'ai peur que le bain arrête les contractions parce qu'on sait que les bains chauds en général ça a tendance à calmer les contractions et du coup à les arrêter totalement quand c'est un faux travail. Et du coup j'avais vraiment peur de rentrer dans cette baignoire et que tout s'arrête et qu'en fait tout ça ce soit juste une illusion. J'hésite un peu, finalement je finis par proposer à ton frère et à ta soeur de faire un jeu. Et au bout de 30 minutes environ, j'en peux plus, j'ai vraiment mal, j'ai envie d'être confortable dans de l'eau, donc je vais me faire couler un bain. Je rentre dans la baignoire et là Papa Ours vient me demander si tout va bien et j'ai 2 secondes de réflexion à l'intérieur de moi où je vois qu'il est un petit peu paniqué et du coup je décide de ne rien lui dire parce que moi-même je suis pas encore persuadée, alors que c'est complètement évident, mais je suis moi-même pas persuadée que ça va arriver maintenant et du coup je me dis que tant que moi j'en ai pas la certitude, j'ai pas envie d'exciter tout le monde autour de moi sans raison. Et du coup je lui dis que tout va bien. J'ai eu quelques contractions mais que c'était un faux travail. Mais dès qu'il quitte la salle de bain, je me dis que ça risque quand même d'arriver dans les prochaines heures et là je me souviens que c'est ma maman qui doit venir chercher mes enfants et qu'elle a quand même plus de 2 heures de route à faire pour arriver jusqu'à nous et récupérer les enfants. Et du coup je me dis que si je la préviens pas assez vite, on va se retrouver avec 2 enfants à gérer en plus d'un accouchement, avec la possibilité que la sage-femme n'arrive pas à temps. Et du coup moi je me sentais vraiment pas de gérer tout ça et j'avais pas envie d'imposer ça à mon chéri non plus. Donc je décide discrètement d'envoyer un message à ma mère en lui disant: je crois que c'est le moment, il faut venir chercher les grands. Il est 17h, je commence vraiment à me sentir moyennement bien, j'ai mal au ventre, je suis toujours très calme, très zen, mais je sens que les douleurs s'intensifient. Du coup, je décide d'aller préparer le sac pour les enfants entre 2 contractions. Je suis émue, soulagée et en même temps vraiment effrayée. De voir mes enfants partir, ça rend vraiment les choses beaucoup plus réelles. Quand je retrouverai mes enfants, on sera 5. J'essaye de me calmer, je me recentre sur mes sensations. C'est le moment d'annoncer à ton papa que ça y est, c'est ce soir, tu vas arriver. Alors je le préviens que ma maman va venir chercher ton frère et ta sœur, et du coup il réalise que ça y est, c'est le moment. Que ce soir, on va vivre un des plus grands moments de notre vie. Et il a pas besoin de me demander comment je vais parce qu'il voit bien que je souffre. Du coup, dans un espèce d'instant mêlé de peur, de panique, d'excitation, il part au quart de tour dans la chambre pour commencer à préparer les choses. Il avait préparé déjà quelques jours avant un matelas avec une grande bâche en plastique dessus. Il prépare les duvets, des coussins, il déplace des meubles pour que ce soit plus confortable pour moi. Et là, j'ai vraiment l'impression que cette naissance devient palpable. Tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Et je vois que c'est la façon de ton papa de s'investir, sa façon à lui de créer notre nid, préparer ta venue et de se préparer lui à ce changement-là. Il prend les enfants et il les emmène dans leur chambre pour faire un jeu, histoire que moi je puisse me reposer un petit peu. Et du coup, moi je vais m'installer sur le canapé. Je suis vraiment pas très bien, donc je me mets un peu en position fœtale sur le canapé parce que c'est la seule position dans laquelle je me sens relativement bien. J'ai une drôle de sensation qui me revient comme à mes 2 premiers accouchements où j'ai l'impression que je dois être isolée, que pour surmonter cette épreuve-là, je dois être seule et que personne ne va pouvoir m'aider. Et en fait, à ce moment-là, j'entends ton papa qui joue avec ton frère et ta soeur dans la pièce d'à côté et là je réalise que je suis pas seule. On est 2 à vivre ça avec exactement la même intensité. Et je profite juste de ce moment de calme où j'entends la vie à côté de moi sans avoir besoin d'y participer. J'ai l'impression qu'on est dans 2 mondes séparés et en même temps on fait partie de la même bulle, de la même osmose. À 18h30, j'entends ma maman qui arrive en bas de l'immeuble. Les enfants viennent, ils se serrent contre moi, ils me serrent le ventre et j'ai vraiment un instinct qui me dit que c'est pas agréable, qui me dit que je peux pas gérer ça maintenant, qu'il y a trop pour moi. Et du coup, je leur fais simplement un câlin, je leur explique que là, maman, elle a juste besoin d'être seule avec elle-même. Et au moment de partir, Willow me regarde et me dit: mais maman, si on part ce soir, c'est pas
parce que mon petit frère il va arriver. Et là du coup ça chamboule beaucoup de choses, ça devient vraiment concret. Du coup je retourne dans la salle de bain, je me refais couler un second bain parce qu'au fond de moi j'ai vraiment très envie d'accoucher dans l'eau, malgré le fait que ma baignoire soit vraiment très petite et que ça rende les choses assez compliquées. Et j'entends en bas de l'immeuble ma maman qui parle avec ton papa, avec ton frère et ta sœur. J'entends les voix qui résonnent, des rires. J'ai vraiment cette impression perpétuelle d'entendre la vie sans avoir besoin d'y participer. Et c'est très rassurant comme ambiance. Vers 18h45, papa remonte vers moi et me demande si je vais bien. Et je suis vraiment pas bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai mal. Il me demande si j'ai besoin de quelque chose et je lui demande de m'amener un bouillon de légumes en me disant que peut-être le côté salé, ça va pouvoir me redonner un petit peu d'énergie pour éviter que je tombe dans les pommes. J'ai vraiment le sentiment que j'ai le bas du dos et le bas du ventre qui irradient, les contractions sont très fortes. Et comme j'ai aucune connaissance de mon col de l'utérus, je suis complètement incapable de vérifier quoi que ce soit. Il part en direction de la cuisine et tout d'un coup il revient avec l'air assez décidé et il me dit mais ce serait pas quand même judicieux de prévenir la sage-femme? Puis du coup je lui dis bah oui préviens-la, mais moi j'ai pas l'impression que ça va arriver là maintenant tout de suite. J'ai l'impression d'être vraiment au début du travail, c'est pas maintenant que ça va se passer. Donc il appelle Marjorie, il lui dit ben voilà, Cali est en travail, mais tu peux prendre ton temps, viens tranquillement, parce que ça vient de commencer, du coup pas d'urgence. J'ai vraiment une drôle de sensation à ce moment-là parce que je sens que j'ai des douleurs qui sont très fortes, qui sont de plus en plus rapprochées et que j'ai de la peine à gérer, mais je suis tellement calme et tout se passe tellement bien que j'ai l'impression que la douleur n'est pas assez forte. J'ai l'impression que je mérite pas que la naissance arrive maintenant. En fait j'ai le sentiment de pas avoir assez d'efforts à fournir et que tout est trop facile pour l'instant. Tout d'un coup je me sens vraiment très mal à l'aise dans cette baignoire et je ressens un besoin intense de sortir immédiatement. Donc je demande à papa de venir m'aider. Du coup, il abandonne complètement son bouillon de légumes que j'ai pas eu le temps de boire. Il vient m'aider à sortir, j'ai mal, j'ai beaucoup de peine à me mouvoir. Je sors de la baignoire et là, sur un coup de tête que je ne saurais pas m'expliquer, je lui demande de m'aider à enfiler une robe et une culotte. Il m'aide à aller jusqu'au lit, du coup je me jette sur le lit, je prends un de mes coussins d'allaitement que je mets entre mes deux jambes. Là vient le moment où j'ai vraiment beaucoup de peine à gérer la douleur. Ça devient vraiment pressant, ça devient douloureux, oppressant. Et du coup, instinctivement, je me dis que j'ai besoin de crier, que si je crie, ça va soulager les douleurs que je suis en train de vivre. Et du coup, je me lâche complètement et je me laisse crier. Alors qu'on habite dans un appartement qui est très mal isolé et que je sais consciemment que les voisins entendent tout ce qui se passe, mais je peux pas réfréner ce besoin et j'ai l'impression que c'est ça qui va t'aider à venir au monde. Papa est très présent et très prévenant, il amène quelque chose d'humide à me mettre sur le front, il me masse le bas du dos, il m'aide à prendre les positions qui me soulagent quand je lui demande. Et moi je sais pas pourquoi, je peux pas m'empêcher à ce moment-là d'avoir peur pour lui, donc d'avoir peur que lui vive mal la situation. Et du coup, au lieu de me concentrer uniquement sur mes ressentis à moi, souvent je me tourne vers papa pour lui dire t'inquiète pas, tout va bien, je gère, vraiment t'inquiète pas, ça va aller, on va gérer la situation. Alors que dans le fond, peut-être que j'aurais juste eu envie de dire que non, ça n'allait pas, que vraiment j'avais très mal, mais je pense qu'il le voyait bien assez et qu'il avait pas besoin que je sous-titre la situation. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir besoin de puiser la force de ton papa pour pouvoir combler la mienne qui commence à me manquer. Je me sens libre, sauvage et instinctive. C'est vraiment le moment où je me suis sentie le plus puissante de ma vie de femme. Je crie et j'ai l'impression de me battre et de mener une guerre, mais pas contre ma douleur, vraiment pour accompagner ma douleur et pour t'accompagner toi, que je suis en train de visualiser sortir de mon ventre. Donc vraiment j'ai cette image de toi qui est en train de descendre dans mon bassin, aller vers l'extérieur, et je t'accompagne vers l'extérieur. J'ai plus cette impression comme ces derniers jours où moi je suis pas prête à t'accueillir, où j'ai envie de te garder à l'intérieur de moi. Là j'ai vraiment l'impression que je t'accompagne vers la sortie. Et à ce moment-là, plus rien n'existe. J'ai l'impression qu'on est seul au monde. J'entends plus ce qui se passe dehors, j'entends plus ce qui se passe en dehors de cette chambre, j'entends plus les sonneries du téléphone. Tout ce qui se passe, c'est cet accouchement, c'est cette naissance, c'est toi qui vas sortir de mon corps dans les mains de ton papa. Et en fait, à ce moment-là, je prends conscience du fait qu'on va vivre ça seul, que la sage-femme n'aura pas le temps d'arriver. Je sais que ta naissance va vraiment se passer entre quatre mains. Et ça me semble tout à fait normal, tout à fait évident, logique. J'ai aucun a priori vis-à-vis de ça. À ce moment-là, je sens entre mes jambes que le matelas commence à devenir humide. Du coup, je mets ma main pour vérifier que c'est pas du sang, parce que j'ai ce souvenir d'avoir perdu énormément de sang au moment de perdre les os pour ma fille. Et en fait, je réalise que non, que c'est simplement la poche qui s'est fissurée. Et en fait, du bout de mes doigts, je vais sentir ta tête, juste en vérifiant si je suis pas en train de saigner, sans avoir aucune conscience du fait que ça va arriver dans les prochaines minutes. Je sens tes cheveux, je sens ta tête, je sens ton corps à travers mes doigts. Et c'est une sensation juste dingue parce que je t'ai senti pendant 9 mois à l'intérieur de mon ventre, et que là, tu es réel, tu es juste là entre mes mains. C'est une sensation qui est juste dingue, c'est hors de l'entendement. Encore maintenant, j'en garde un souvenir ancré à l'intérieur de moi, de ce premier contact physique entre toi et moi. Là, tout d'un coup, je réalise que c'est maintenant. Mon corps est tout à fait prêt. Et du coup, je demande d'une voix super pressante à papa de m'aider à enlever cette culotte que je sais même pas pourquoi j'ai demandé à mettre. Du coup, on a un petit fou rire pendant qu'il m'aide. À ce moment-là, je suis euphorique, impatiente, heureuse. C'est un bouleversement d'émotions que j'ai beaucoup de peine à expliquer. En dehors de ça, j'ai encore envie de crier, encore envie d'hurler pour accompagner cette douleur. C'est un mélange de sensations que jamais j'ai vécu dans ma vie. Un mélange d'émotions, un mélange de force, de caractère, de puissance. Tout est tellement instinctif, tout est tellement fort à ce moment-là, c'est impossible à décrire, impossible à déchiffrer. Du coup, j'ai mal, mais je sens que tout va bien. Je sens que tout se passe exactement comme ça devrait se passer. Et là, en criant, je t'accompagne vers la sortie.
Je sens chaque détail, je sens chaque centimètre de ta peau qui sort de mon corps. Sous ma main, je sens ta tête qui sort et ensuite je sais qu'en une poussée, ton corps sera à l'extérieur. Tout se fait d'une facilité déconcertante. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de me demander si ce que je fais est juste, je sais, c'est juste évident. À ce moment-là, je suis juste un animal comme les autres. Et du coup, avec juste trop de facilité, tu glisses à l'extérieur de mon corps et tu atterris dans les mains de ton papa. Et là, il me crie « Regarde, vite !» Je me redresse sur un coude et là, je te vois, toi, complètement emballé dans la poche des os. Encore protégé du monde extérieur, comme si t'étais encore dans mon ventre, comme si en fait ton corps était une prolongation de mon propre corps. C'est comme si tu n'étais pas encore né. Et j'ai à peine le temps de me rendre compte de ce qui se passe que paf, la poche explose dans les mains de papa. Et c'est à ce moment-là que tu es venu au monde. C'est dingue, c'est impressionnant, c'est indescriptible. Quelle chance on a eu, quel bonheur. Papa te dépose sur moi, nu contre ma peau. Je sens ta tête dans mon cou. Je peux te caresser, je peux te respirer. Tu es juste là. Ta peau a une saveur toute particulière sur mes lèvres. Je t'aime tellement, c'est instinctif. Je t'aime profondément et instantanément. Tout est évident. Tu es notre évidence. À 19h25, papa réalise qu'il faudrait peut-être quand même noter ton heure de naissance au cas où. Du coup, il cherche des yeux le premier truc où il pourrait écrire et il trouve le livre qui est posé à côté de moi sur la table de chevet. C'est le livre que j'ai lu à ton frère et à ta sœur le soir d'avant et qui s'appelle La valeur de Bobo. Il ouvre le livre à une page au hasard et du coup, il écrit Nao, 19h25. Et ce qui est magnifique, c'est qu'après coup, on a complètement oublié que dans la foulée, on avait écrit sur ce livre. Je suis retombée dessus quand tu avais 9 mois. J'ai retrouvé les premiers mots écrits par ton papa quand tu es né. De voir son écriture tremblante avec ton prénom. Papa t'a essuyé soigneusement le visage pour que tu puisses te libérer un peu du vernix parce que t'en avais vraiment beaucoup sur le visage. Et là, t'es en peau à peau contre moi et tu commences à chercher le sein, que tu peines vraiment à trouver. Et d'ailleurs, tu vas mettre plusieurs mois à vraiment trouver le sein et à pouvoir téter correctement. Papa nous met une couverture dessus, il m'amène à boire, il est très très prévenant. Il prend son téléphone pour immortaliser nos premiers instants sur ma demande parce que lui, à ce moment-là, il avait aucune envie d'être sur son téléphone, il avait juste envie d'être là avec nous et de vivre cet instant. Mais je me rappelle au fond de moi que c'est des souvenirs qui sont précieux, que c'est des choses qu'on aura plaisir à regarder d'ici quelques mois, quelques années. Et là, mon Nao, je suis tellement impressionnée par toi, par ta force, par ton courage. Je suis juste submergée d'amour, j'ai plus aucune sensation de douleur. J'aurais pu vivre ta naissance une deuxième fois, voire une troisième fois dans la foulée. J'avais le sentiment que mon corps avait déjà oublié la douleur et qu'il se souvenait seulement des immenses compétences qu'il a mis en avant pour te mettre au monde. C'était beaucoup trop facile, beaucoup trop simple. J'ai eu le sentiment que ça devait être tellement difficile. J'ai eu le sentiment que la société a tellement mis en avant le fait qu'un accouchement devait être médicalisé que c'était beaucoup trop facile. Je devais pas m'attendre à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compliqué et c'était une évidence. Tout était tellement logique. Et là, je me demande pourquoi on m'a fait croire que j'y arriverais pas. Je me demande pourquoi on m'a fait croire que j'en étais incapable, que sans les médecins j'y arriverais pas, alors que tout s'est passé tellement bien. À 20h, il y a Marjorie qui vient toquer à la porte, et du coup ton papa lui crie de rentrer sans aller ouvrir la porte parce qu'il a pas envie de nous lâcher d'une semelle. On l'entend ouvrir la porte tout doucement, et là on l'entend rigoler dans le couloir, parce qu'elle sait très bien. Elle sait très bien que tu es déjà née. Elle l'a senti et elle nous l'a dit. C'est pas la première fois qu'un bébé a besoin de naître sans sage-femme. Elle me demande si je vais bien, elle nous félicite, elle vérifie que tout va bien physiquement pour moi, et puis après elle me demande si moi j'ai envie de me lever pour aller faire pipi, prendre une douche, et je la regarde avec des yeux vraiment effarés, et je lui dis mais je viens d'accoucher, je peux pas me lever. Puis il me dit mais pourquoi tu pourrais pas te lever? Bien sûr que tu peux te lever. Et du coup sans aide, je me lève et je réalise qu'en fait je vais bien. Je peux me mettre debout, je peux marcher, je peux même aller dans la douche, tout va bien. J'ai eu aucune déchirure, du coup rien ne m'empêche de me lever, j'ai juste un tout petit hématome. Donc je me lève, je vais prendre ma douche, je vais prendre un verre d'eau, je prends même le temps de m'arrêter pour regarder le ciel. Et ça me semble complètement fou d'être aussi vive et active alors que je viens juste de donner la vie. Et pendant ce temps-là, j'entends que t'es en train de te faire peser par Marjorie, que t'es dans les bras de ton papa, qu'ils parlent autour de toi, qu'ils sont en train de prendre soin de toi. Tu vas merveilleusement bien. Et en fait, c'est la seule fois de ta vie où tu seras pesée. Parce que depuis ta naissance, il y a une année, tu n'es jamais allé chez le médecin pour un contrôle, tu n'as jamais reçu de vaccin. Le lendemain de ta naissance, je pourrais descendre les 4 étages du bâtiment sans aucun effort. Je me sens vraiment bien. Mais en descendant les escaliers, on a croisé nos voisins du dessous qui sont un jeune couple. Et du coup, ils nous félicitent et ensuite, on leur demande si le bruit les a pas trop embêtés. Et l'homme nous répond que non, ça les a pas du tout embêtés, mais que par contre, depuis que sa femme m'a entendu hurler pour accoucher, elle a plus du tout envie d'avoir d'enfants. Ton frère et ta soeur sont malades, on les retrouvera que 4 jours plus tard. Et c'est 4 jours qu'on va vivre comme une bénédiction, où on sera juste dans notre bulle tous les trois, où on va prendre le temps de se découvrir, où on va laisser personne t'approcher, personne te porter. On en a profité aussi pour juste prendre soin de nous, pour se faire de bons repas, juste pour passer du temps entre nous, avant de retourner dans l'effervescence de la vie de famille. Aujourd'hui, tu as une année de souvenirs, de découvertes, d'expériences, de douceur, de lait maternel, de portage, d'amour, de bonheur, de larmes, de fatigue, de nuits blanches passées les uns contre les autres. Mon Nao, ta naissance a été le plus beau jour de ma vie. Et depuis, chaque minute auprès de toi est un phénomène. Bon anniversaire mon amour. Que chacune de tes nouvelles années soit aussi douce que la première. Que chaque nouvelle année t'apporte des épreuves à surmonter. Toi, mais aussi nous. Je t'aime.